Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 11 janvier 2022, au sommaire ce soir. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc a démarré ce week-end. Une des plus grandes courses de chiens de traîneau d'Europe, fête cette année sa 18e édition. Et pour l'occasion, nous avons choisi de mettre en lumière les handlers, ces hommes et ces femmes trop souvent à l'ombre des mushers. Et puis la filière outdoor s'organise pour faire face à la crise. Alors que l'ISPO aura lieu finalement en novembre prochain du côté de Munich, Outdoor Sport Valley organise en ce moment même les Annecy Days, une occasion toute trouvée pour montrer que le secteur relève la tête. Je vous le disais en titre, les chiens de traîneau et les mushers sont de retour pour la 18e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. La célèbre course a débuté ce samedi à Samoin. Focus ce soir sur les handlers, ces hommes et ces femmes qui s'occupent des chiens et qui ont été pendant très longtemps dans l'ombre des mushers. Mais aujourd'hui, le travail de ces bénévoles est un peu plus reconnu. Manon Toiti a suivi une équipe de handlers à Saumon lors de la deuxième étape. Reportage. À un quart d'heure du départ, les équipes de Jean Combazard sont sur le qui-vive. Elles préparent les chiens à courir 37 km pendant plus de 2 heures. Et une fois la course lancée, les handlers retournent à leurs occupations, à savoir le bien-être des chiens. Aurélie et Amélie sont les petites mains de l'équipe, c'est grâce à elles que les huskies sont en bonne santé. Elles accompagnent Jean Combazard et sa femme, tous les deux mushers. Et pendant que Jean court, elles préparent ceux de Jocelyne pour le trophée du mercredi suivant. Les handlers promènent les 20 chiens des attelages 4 à 5 fois par jour, et toujours 2 par 2. Aurélie est aux petits soins des huskies, c'est sa 2e édition de la Grande Odyssée, et elle se sent chanceuse de faire partie de cette aventure et d'avoir un rôle aussi important. Mon rôle à moi, c'est le bien-être des chiens avant tout. Donc je vais m'en occuper, les balader, surveiller les bobos, des pattes, mettre des bottines au besoin, qu'ils soient en forme avant de partir, bien les nourrir aussi, les hydrater. Et après, c'est la mise à l'attelage pour les départs de Jean et récupérer quand il revient. Une ostéopathe les accompagne au quotidien depuis 5 ans. Elle vérifie et soigne les bobos des animaux pour qu'ils continuent à courir. Chaque jour, elle vérifie les pattes des chiens et leur applique de la pommade si besoin. Ce sont des gestes répétitifs mais qui sont essentiels pour le bien-être des huskies. Nous, en ostéopathie, on fait un suivi toute l'année. On fait surtout un gros check-up avant course, à peu près 1 mois avant la course. Après, on fait, parce qu'il y aura plusieurs courses après celle-ci, donc entre chaque course et puis en milieu d'année, quand ils sont en phase de repos aussi. On est là pour le bien-être des chiens, pour qu'ils soient le plus performants possible et dans les meilleures conditions, pour soulager aussi le musher qui, lui, a quand même toute la course à faire. Donc, il ne peut pas gérer tous les soins avant et après course. Donc on est là pour faire cette fonction. Et c'est un peu hors du temps, c'est exceptionnel. On est avec des grands sportifs, que ce soit chiens ou humains, et on est dans des superbes conditions, donc c'est absolument génial, surtout quand on aime le sport, c'est génial. À la fin de la course, c'est à nouveau le même rituel. Le musher explique le comportement de certains chiens et alerte les handlers sur un en particulier. Il montre une fatigue très importante, à tel point qu'il ne veut pas se relever. C'est Amélie qui parvient à le déplacer. Jean Combazard, musher depuis de nombreuses années, s'est battu dès le départ pour que le travail des handlers soit reconnu. Pour lui, c'est l'équipe qui gagne, pas seulement la personne sur le traîneau. Les handlers, c'est une équipe, si les chiens fonctionnent bien, il y a la préparation physique, mais il y a tout le travail qui est fait à côté, je veux dire, avec les handlers. Sans ça, je pense que ce serait pas possible. Ce serait possible, mais les chiens ne seraient pas aussi choyés, ni aussi bien bichonnés qu'ils ne le sont comme ça. C'est même presque plus important que le musher, parce que le musher est sur son traîneau, il leur dit, quand on arrive, on dit tiens, il y a lui, celui-là, il y a peut-être un petit truc là, il y a peut-être un petit truc là. Et puis même si je leur dis quelque chose, un petit truc là, elles vont quand même aller regarder, tous les chiens vont être faits, tous les chiens sont passés au peigne fin tous les soirs. La saison ne fait que commencer. L'équipe des Combazards s'apprête à enchaîner plusieurs courses durant les mois à venir. Les semaines se suivent et se ressemblent pour les professionnels du secteur médico-social, de plus en plus touchés par les effets de la crise sanitaire. Ce mardi, à l'appel de l'intersyndicale, environ 250 personnes ont manifesté dans les rues d'Annecy pour dénoncer leurs conditions de travail. À l'occasion du 5e mouvement national organisé depuis cet été, Lucas Ruche et Antoine Ress étaient sur place. La crise sanitaire n'a fait que confirmer la fragilité importante du secteur. C'est pourquoi les professionnels de cette branche ont manifesté ce mardi vêtus de noir et en silence pour symboliser la mort du médico-social. Depuis l'été dernier, c'est déjà la 5e mobilisation.
Et le sentiment est toujours le même pour les manifestants, celui de ne pas être entendus. En fait, il ne se passe rien. Il n'y a aucun geste qui est fait de la part du gouvernement. La seule chose qu'on nous demande, c'est d'être au boulot, de se faire vacciner. Et derrière, en fait, il n'y a aucune action envers nous, en fait. Nous, on attend de la discussion, on attend des moyens, on attend du monde, en fait. Prenez-nous en considération. Dans le cortège, certains sont des parents d'enfants bénéficiant d'aide à la personne. Ils vivent quotidiennement les problèmes liés au médico-social. S'il n'y a pas de moniteurs, monitrices pour les accompagner, que va-t-on faire? Nous sommes épuisés, nous n'en pouvons plus. Et le futur, qui est-ce qui va le gérer? Je me fais beaucoup de soucis. Je me dis qui va prendre soin de mon fils quand je serai pas là, en fait, plus là, ou dans la capacité de le faire. Mais c'est pas que les jeunes, hein. Les éducateurs, ils s'occupent aussi des personnes âgées, des ados en difficulté. Enfin, tout le monde devrait être touché par cette problématique, en fait. Magali Bernard est éducatrice spécialisée. Très en colère, elle aimerait être traitée comme ses confrères du milieu médical. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est du coup l'extension du Ségur à tous les professionnels sociaux et médico-sociaux et pas seulement ceux qui exercent à l'hôpital. Et on demande aussi une augmentation de salaire, plus de moyens, enfin ce qu'on demande régulièrement depuis des années et on n'est pas entendu, on n'est jamais entendu, donc c'est très compliqué. Les manifestants rencontrés aujourd'hui nous l'assurent, ils frapperont à nouveau le pavé si aucune réponse forte n'est apportée par le gouvernement. Et puis un mot sur la campagne de vaccination à Haute-Savoie. Au 10 janvier 2022, 278 383 personnes ont effectué leur dose de rappel contre le Covid-19. Cela représente 33,6% de la population du département, soit 8 points de moins que le taux national total. Au total, 83,2% de la population haut-savoyarde a reçu au moins une dose. Et pour continuer à faire grimper ce chiffre, la préfecture de Haute-Savoie fait savoir que de nouveaux créneaux de vaccination avec ou sans rendez-vous sont disponibles dans les différents centres du département, que ce soit pour le vaccin Pfizer ou pour le Moderna. On va parler économie avec mon invité du jour, Éric Novier. Bonjour. Bonsoir Sébastien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le rédacteur en chef d'Eco-Savoie-Mont-Blanc, rédacteur en chef de ce hors-série, le dernier qui est sorti, le top 500 des entreprises en Savoie-Mont-Blanc. J'aimerais savoir déjà dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a donné envie à Eco-Savoie-Mont-Blanc d'établir ce classement? Je crois que c'est la 10e édition à peu près. C'est à peu près la 10e édition. C'est notre vocation tout simplement de s'intéresser à l'économie locale. On est un groupe médiatique local, indépendant. On traite cette information sous le format hebdomadaire avec Eco-Savoie-Mont-Blanc et Éco de l'Ain dans l'Ain et avec une dizaine de hors-séries annuelles sur le panorama des stations, sur le panorama de l'immobilier, du BTP, sur la frontière et en fin d'année traditionnellement ou tout début d'année, le top 500 des entreprises qui est lui très focalisé sur les entreprises. Alors sans surprise, j'imagine que ce classement porte le sceau de la pandémie de Covid-19. Oui, incontestablement. Avec une petite nuance. Incontestablement, mais ce n'est pas la catastrophe. En fait, on aurait pu s'attendre à vraiment une catastrophe au niveau des chiffres, mais ce qui s'est passé, c'est que les mesures de soutien public, que ce soit au niveau national, au niveau de l'État, au niveau de l'URSSAF, ou au niveau régional et des collectivités locales de proximité, elles ont fait leur effet. Elles ont soutenu les entreprises, donc on constate globalement une baisse de chiffre d'affaires, une baisse d'activité, mais ce n'est pas la catastrophe, loin de là. Si on regarde en chiffres, il y avait 53 entreprises qui faisaient plus de 100 millions dans notre top précédent. C'est celui d'il y a 2 ans, c'est sur les chiffres d'affaires 2018. Sur ce top 500-là, qui est sur les chiffres d'affaires 2020, il y en a 50 seulement. Il y en a 3 de moins. Si on regarde la médiane, on se rend compte que le chiffre est en recul de 6%. Et si on regarde les dernières, on se rend compte qu'il y a 70 entreprises qui figurent dans le classement cette année, qui n'auraient pas eu leur place dans le classement de 2018 parce que le chiffre d'affaires n'était pas assez élevé à ce moment-là. Mais finalement, c'est quand même pas la catastrophe. Et si on regarde les plus grosses, c'est même plutôt une bonne année. Alors avant justement de rentrer un peu plus en détail, un mot sur votre édito. Vous commencez donc cet édito par une phrase pleine de sens. C'est pas le top. Est-ce que ça signifie que ce classement était plus compliqué à mettre en place, à définir par rapport aux années précédentes ? Un petit peu, c'était un jeu de mots parce que quand on m'a confié cette responsabilité, je me suis dit, ça va être dur, les entreprises vont pas vouloir parler et puis on va parler de baisse, ça va pas être l'exercice le plus fun, si vous me permettez l'expression, que j'aurais eu à mener. Et finalement, ça a été. On a dû pas mal insister des fois pour le recueil des données. Il y a 3 personnes chez nous qui toute l'année font du recueil de données statistiques. Là, elles ont dû un petit peu plus batailler, mais ça s'est pas si mal passé. Et comme je vous l'ai dit, au niveau des chiffres d'affaires, c'est pas la catastrophe du tout. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de changements dans ce palmarès, notamment au sein du top 10 ?
Au sein du top 10, non, très peu. Le top 10 reste le top 10. Il y a des changements dans l'ordre du top 10 et on se rend compte, par exemple, que le 3e, le 4e de l'année dernière est devenu le 2e. Et c'est le groupe Morin. C'est un distributeur automobile qui n'est pas très connu, qui reste très discret, mais qui a énormément grossi, plus de 40% de progression en 2 ans, et qui atteint maintenant, qui dépasse 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et pour l'anecdote, le groupe Morin, il est passé devant les Eaux-d'Évian. Et c'est pas tout à fait comme ça qu'on nous avait présenté le monde d'après. Vous voyez, plus écologique, plus respectueux. Et ben là, finalement, la bonne vieille voiture, elle dépasse le produit pur par excellence. Autre généralité, les 8 premières entreprises de ce top 10 sont au Savoyard. Oui, c'est pas une nouveauté. On a pourtant, on dit d'habitude Savoie, grand groupe, Haute-Savoie, PME. C'est plus tout à fait vrai parce qu'on a des géants comme Sopra. Sopra, c'est le numéro 1 de notre classement hors catégorie presque parce qu'il est 3 milliards devant le deuxième. Donc avec 4,3 milliards d'euros, il dépasse de loin toutes les autres entreprises. Mais aussi, on a cité les Eaux-d'Évian, on a cité Morin. Il y a des très gros groupes en Haute-Savoie. Et finalement, les grands groupes de Savoie sont un peu en dessous et on les retrouve plutôt entre la 8e et la 15e ou 20e place. Alors un peu plus en détail, justement, on va commencer avec la Savoie. C'est donc Jeanlin qui prend la tête au détriment de Léon Gross avec un chiffre d'affaires 2020 de 688 millions d'euros. Vu les conséquences de la crise sur le secteur du BTP, j'imagine que c'est tout sauf un hasard, ce déclassement entre guillemets. En fait, c'est plutôt une surprise à notre niveau parce que l'automobile a aussi souffert et puis parce que le BTP, et je pense à des groupes comme l'Aliar ou des fournisseurs comme Alfi ou des groupes de fournisseurs de machines comme Serret en Savoie, eux ont beaucoup progressé. Et quand on regarde dans les PME liées à la construction ont globalement connu un vrai essor. Léon Gross, c'est peut-être plus une année atypique parce qu'en termes de structuration du groupe ou tout simplement d'énormes marchés, et là on parle d'une multinationale et elle a subi le contre-coup d'une crise peut-être plus violemment que les PME locales qui sont, elles, toujours tirées par un marché de la construction et de l'immobilier dynamique. Donc c'est presque plus un épiphénomène Léon Gross dans le monde du BTP qu'un révélateur de l'année. Pour la Haute-Savoie, vous l'avez un petit peu évoqué, avec en tête Sopra Steria devant le groupe Morin. Oui, Sopra Steria, champion des services informatiques, qui a toujours son siège à Anne-Sylvieux, où il y a quelques centaines de salariés, mais qui a 40 000 salariés dans le monde et qui se développe maintenant très très loin des pays de Savoie, mais qui reste pour l'instant une entreprise de Savoie-Mont-Blanc parce que son siège y est domicilié et le numéro 1 de très très loin, en hausse encore de 300 millions d'euros, je crois, sur une seule année. Donc c'est un géant hors catégorie. Quels sont les secteurs qui sont parvenus à tirer leur épingle du jeu ? Je vous en ai parlé. Au niveau local, plutôt tout ce qui touche à la construction, l'immobilier, le BTP, les promoteurs, les fournisseurs de matériaux, les fournisseurs de machines de construction. Globalement, ça s'est bien passé. L'agroalimentaire aussi. Les gens étant confinés se sont retournés vers la cuisine et les produits locaux. Et une entreprise comme Chabert, qu'on met en exergue dans notre hors-série, a beaucoup progressé et dépasse les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une entreprise comme Greenwiz, qui fait du commerce alimentaire bio, pareil, a explosé ses chiffres l'année dernière. Et ça, c'est le deuxième secteur. Et puis la distribution au sens plus classique aussi, c'est plutôt bien tenu également. Les gens ont pu s'éter faire de courses, ont moins dépensé. Et globalement, ces 3 secteurs-là se sont bien comportés. Ce n'est pas les seuls, mais ces 3-là se sont bien comportés. Dans l'industrie, c'est plus mitigé, parce que certains ont bien joué le coup, étaient encore sur des commandes longues qui les ont maintenues, et d'autres ont déjà plongé. Il y a moins de conséquences globales, on peut moins tirer de conclusions globales sur l'industrie. Alors j'ai regardé ce classement bien en détail pour constater que la première entreprise dirigée par une femme, en l'occurrence Rebecca Eaton, n'arrive qu'en 31e position avec Bayer Healthcare. Oui, je vous avoue que je ne connais plus la place de la première femme dans nos éditions précédentes. Ce n'est pas tellement une surprise, on peut le regretter. Je pense que ça va changer progressivement, doucement. Mais c'est hélas encore un monde très très masculin que la direction des plus grosses entreprises dans notre pays et dans notre région aussi. Malgré la crise, le nombre d'entreprises milliardaires a lui augmenté. Comment est-ce que ça peut s'expliquer ? Eh bien écoutez, oui, on se rend compte que 60% des entreprises du top 500 ont connu une baisse de chiffre d'affaires. Mais 7 entreprises sur 10 du top 10, donc les plus grosses des grosses, elles, ont connu une hausse de chiffre d'affaires. Probablement qu'elles étaient mieux armées pour résister, qu'elles avaient plus de capacité de réinvestissement au moment d'aller conquérir des parts de marché quand les autres avaient plus de mal. Sinon, je n'ai pas d'explication miracle, mais je pense que la taille et la capacité d'investissement et de réaction expliquent en partie cette bonne résilience. Ouais. Un petit mot, Eric, sur le hors-série version 1 qui est également sorti. Et oui, dans l'un, on fait un top 300 parce qu'on est que sur un seul département. Et voilà, je peux moins vous en parler parce que je l'ai beaucoup moins piloté, mais des belles entreprises aussi. Hein, et comme Savoie-Mont-Blanc, on a une grosse diversité dans les 10 premiers. On retrouve dans l'un le groupe Bernard,
qui est un concessionnaire automobile, Aquel, qui est un fournisseur de l'automobile, mais aussi le groupe Carrier, fournisseur industriel, un biscuitier ou encore un spécialiste du logement. Là aussi, très varié. Très varié, comme en Savoie-Mont-Blanc. Et c'est, je pense aussi, ce qui participe à la bonne résistance de l'économie locale, cette variété et cette richesse. Merci beaucoup, Éric Renevier, pour cet état des lieux très complet, mais loin d'être exhaustif. Je vous dis à bientôt. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement. Merci à vous, Sébastien. À l'heure où la grand-messe européenne de l'équipement de sport, l'ISPO, a été décalée au mois de novembre prochain, les acteurs de la filière outdoor s'organisent pour dévoiler leur nouvelle collection et rencontrer leurs revendeurs. Exemple concret avec les Annecy Days qui se déroulent en ce moment même. Une occasion idéale pour prendre la température de ce secteur qui a su profiter de l'essor des sports extérieurs ces dernières années. C'est un reportage signé Emmanuel Jaude. Si les stations de ski sont déjà bien lancées dans leur saison, les marques de sport sont, elles, déjà en pleine préparation de l'hiver prochain. Révélant en ce moment les futures gammes de textiles, de nombreux groupes tirent parti de l'engouement du grand public pour la nature et la montagne, ce qui a de quoi rassurer après 2 années bien particulières. On a eu un bon accueil avec ce lancement l'année dernière, avec un Covid très présent pourtant, très compliqué, un contexte remuant dans tous les sens, mais on a eu un bon accueil, on a pu présenter la collection l'hiver passé, collection de ski de randonnée, donc un sport qui a été quand même bien mis encore plus à l'honneur avec ce contexte difficile en station. Et puis on continue pour proposer ces vêtements techniques, écologiques aux clients, aux personnes qui ont envie de s'équiper pour aller en montagne. Et on le fait largement avec des boutiques partenaires et c'est notre principal axe de développement. Car en 2 jours, pas moins d'une centaine de négociants sont attendus dans les showrooms annéciens. Un moment clé pour de nombreux professionnels et dont dépendra une bonne partie du chiffre d'affaires de l'année. Ce sont des détaillants qui sont déjà soit clients de ces marques-là ou qui sont des prospects, des gens qui sont en recherche de nouveaux fournisseurs et qui doivent donc générer du chiffre d'affaires. Il y a un décalage du calendrier du fait notamment de la crise du Covid et de la pression sur l'approvisionnement. De plus en plus, les marques doivent faire leurs achats auprès de leurs sous-traitants beaucoup plus tôt. Et donc probablement des rendez-vous de ce type-là auront lieu à l'avenir de façon plus tôt dans l'année, voire plus tôt l'année précédente. Donc peut-être que les Annecy Days 2023 auront lieu peut-être en décembre 2022. D'ici là, le monde de l'outdoor a encore le temps d'évoluer, même si la tendance de développement de la filière ne semble toujours pas aujourd'hui cesser de croître à travers le monde. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Place ensuite à Panorama avec une rediffusion cette semaine de l'émission consacrée aux entreprises familiales. Pour ce 2e épisode, un focus sur la distillerie d'Olin à travers les époques. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve avec grand plaisir mercredi pour un nouveau JT sur 8 Mont Blanc.